Attends, caméra. Charlotte. On recommence depuis le début. Action. Donc moi c'est Charlotte, je suis étudiante en M2 de sociaux et j'ai été amenée à lire un gros bouquin sur le capitalisme et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous le présenter ce soir, déjà parce que c'était intéressant et aussi parce que ça m'a motivée à le lire un peu plus vite que ce que j'aurais fait sinon. Donc voilà. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que le capitalisme existe encore? Question un peu provocatrice. Mais bon, d'abord en introduction, on va revenir sur déjà le capitalisme, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend parler tout le temps, mais finalement, de quoi s'agit-il? Alors déjà, le capitalisme, ce gros machin économique dont on entend parler tout le temps, il faut savoir que ça n'a pas toujours existé. Il y a eu plein de systèmes économiques qui ont existé par le passé, ou même qui existent toujours aujourd'hui ailleurs que dans nos sociétés occidentales. Mais il n'y a pas vraiment de consensus sur une date vraiment de début du capitalisme, puisqu'on aurait repéré, selon certains auteurs, des traces durant l'Antiquité, selon d'autres au Moyen-Âge. Mais il y a quand même un relatif consensus sur l'idée que le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il se serait construit donc au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution industrielle, et qu'il se serait vraiment installé partout dans les pays occidentaux, plutôt au 19e. Mais ça ne nous dit pas le capitalisme, vraiment ce que c'est. Donc si on prend une définition hyper large et la plus consensuelle possible, ce serait l'idée que c'est un système économique dans lequel on va accumuler du capital vraiment à l'infini. Donc c'est l'idée qu'il n'y a pas de limite au fait d'accumuler du capital, et que dès qu'on a du capital, on va le réinvestir pour recréer du capital sans vraiment de limite. Et alors si on veut une définition un petit peu plus précise, qui concernerait donc le capitalisme actuel, donc capitalisme des sociétés plus industrielles, il y a 7 caractéristiques qui semblent faire à peu près consensus chez la plupart des auteurs. Donc d'abord, c'est l'idée d'un caractère illimité de l'accumulation. Donc c'est ce que je disais, c'est vraiment le principe de base, c'est qu'il n'y a vraiment aucune limite à l'accumulation du capital. Ce qui m'amène à mon second point, donc l'idée qu'il faut un certain capital. Le capital, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout ce qu'on peut investir. Donc que ce soit de l'argent, ça peut être des machines dans une entreprise, ça va être tout ce qui n'est pas du travail en fait et qui va permettre de produire des richesses. Donc tout ça c'est possible s'il existe une propriété privée des moyens de production, donc c'est-à-dire si on est sûr que le capital va pouvoir nous revenir, c'est-à-dire qu'on l'investit pour qu'il s'accumule, mais on va le faire que si on peut avoir une propriété privée sur ce capital, c'est-à-dire si on est sûr que la maison qu'on achète elle va nous revenir ensuite, si les machines qu'on achète on peut les garder dans son entreprise, etc., qu'elles ne vont pas être collectivisées par exemple. Le capitalisme il se caractérise aussi donc par l'idée de concurrence sur les marchés et par l'idée que c'est un système efficace puisque les entreprises sont en concurrence entre elles, donc elles doivent être le plus efficaces possible pour produire sans perte, etc. Et donc c'est ce qui fait que les meilleurs restent sur le marché si tout se passe bien dans un monde parfait, mais évidemment c'est pas le cas. Donc ensuite, une autre caractéristique, c'est qu'il y a l'idée donc du salariat qui se généralise. Donc par exemple, aujourd'hui en France, en fait, on est presque à 90% de la population population qui travaille, qui est salariée. Donc c'est vraiment un statut qui s'est généralisé complètement. Donc c'est l'idée que les gens vont vendre, quand ils n'ont pas de capital, leur force de travail à des capitalistes. Si on reprend vraiment le vocabulaire de Marx, donc c'est l'idée que on a d'un côté les capitalistes qui apportent du capital aux entreprises et de l'autre les prolétaires qui ne vont avoir que leur force de travail à vendre. Et donc le salariat, ça se caractérise par un contrat. Donc on a vraiment l'idée de dissociation entre les personnes et la force de travail qui est ce qu'on vend aux capitalistes. Donc ensuite il y a aussi une séparation entre les producteurs et les consommateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange direct. Enfin en tout cas c'est très rare, on va rarement aller acheter directement à la personne qui produit, qu'il y a plein d'intermédiaires. Et même les entreprises, donc c'est toute une chaîne de production avec des sous-traitants, etc.
Et c'est aussi un système dynamique, donc qui n'est pas localisé et qui a tendance donc à se mondialiser. Donc même Marx dans ses écrits, il parlait déjà de la mondialisation en disant que pour lui c'était vraiment ce qui allait, ce qui était inévitable qui allait se produire. Et alors pourquoi est-ce que ce serait un système absurde ? Donc ça aussi, il y a quand même un relatif consensus sur l'idée que c'est quand même très bizarre ce machin-là. Et donc là j'ai repris les 3 arguments principaux donc, du livre que je vais vous présenter ensuite. Donc d'abord c'est absurde pour qui ? Donc c'est absurde pour les capitalistes, puisqu'il y a l'idée donc d'accumuler sans vraiment de limite. Mais pourquoi faire en fait ? Parce qu'il y a quand même un moment où on accumule plus de capital que ce qui est nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Donc on dépense de l'énergie, du temps, etc. à accumuler de l'argent, alors qu'on ne va pas tout utiliser. Ce qui paraît quand même absurde. C'est aussi absurde pour donc les salariés, puisqu'ils ne sont pas maîtres de leur propre travail, ils vont vendre leur force de travail à d'autres, donc il y a toujours une forme de subordination, aussi de domination. Et pourtant, les salariés sont très fortement majoritaires, alors qu'ils ont l'air d'être plutôt perdants dans ce système. Et enfin, donc une troisième critique qui est, elle, plutôt plus contextuelle, c'est le fait que depuis les années 80, on a vraiment une augmentation des inégalités. Parce que quand on regarde le partage de la rémunération entre le capital et le travail semble être de moins en moins rémunéré par rapport au capital. Donc on a de plus en plus de super profits, pour faire un lien avec l'actualité. Et alors que les revenus sont moins importants. Donc ce système paraît plutôt absurde. Et on peut se poser la question de est-ce qu'on n'irait pas vers la fin d'un système capitaliste ? Donc là je fais une petite parenthèse pour revenir très en arrière, mais donc Aristote il faisait déjà une distinction intéressante entre entre économie et crématistique. Donc 2 notions intéressantes, puisqu'en fait pour lui l'économie, donc ça vient un mot qui vient du grec et qui veut vraiment dire la gestion de la maison. Donc c'est l'idée qu'on va acquérir des biens, mais seulement vraiment parce qu'on en a besoin. Donc c'est vraiment l'idée d'économie domestique, d'acheter et de produire ce qui va subvenir à nos besoins. Alors que la crématistique, c'est vraiment accumuler des biens pour accumuler des biens sans véritablement de but et sans idée de consommation immédiate derrière. Et donc ça a amené beaucoup d'auteurs à écrire sur la fin du capitalisme, donc notamment Marx dans tous ses écrits. Lui il parle de baisse tendancielle du taux de profit. Je sais pas si ça vous parle, mais en fait c'est l'idée que pour lui les capitalistes ils font du profit, c'est parce que ils exploitent en fait les prolétaires. Donc pour lui toute la valeur ajoutée qu'il y a dans les entreprises repose sur le fait de s'accaparer une force de travail qu'on ne rémunère pas à la hauteur de ce qu'elle apporte à l'entreprise et au capitalisme. Et sauf qu'on est dans un... Alors, il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises, donc ce qui signifie qu'il faut être le plus efficace possible et aussi faut produire au moindre coût, parce que les gens évidemment vont se diriger, s'il y a 2 produits identiques, ils vont préférer celui qui est moins cher évidemment. Et donc pour pouvoir survivre dans ce contexte de concurrence, il y a 2 possibilités. C'est soit investir plus de capital pour pouvoir être compétitif, soit baisser les salaires pour exploiter plus ce qui conduit aussi à exploiter plus les travailleurs qui aussi vont avoir plus tendance à se rebeller contre la baisse de leur salaire. Et donc pour lui, tendanciellement, le profit ne peut pas se maintenir dans le système capitaliste. C'est vraiment une incohérence intrinsèque au système même. Et puis il y a d'autres auteurs, Schumpeter, qui dit que c'est un peu la même idée, que va forcément émerger une classe frustrée majoritaire et donc que ça ne peut pas fonctionner. Et puis il y a encore plein d'autres. Vous pourrez aller chercher si ça vous intéresse. Et donc, je vais vous présenter donc, le fameux livre qui s'interroge sur donc, pourquoi est-ce que le capitalisme existe encore aujourd'hui. Donc, qui a été écrit par Luc Boltanski et F. Capello et qui est paru en 1999. Donc c'est pas hyper récent, mais ça reste quand même très intéressant, enfin, j'espère, vous me direz. Et donc eux, ils partent vraiment de ce constat-là que le capitalisme est un système absurde
Et ils écrivent donc en 99, donc après mai 68 par exemple, il y a quand même eu une forte remise en question de ce système. Mais aussi, après dans les années 80-90, il y a déjà un début de crise économique, c'était la fin des 30 Glorieuses. Et donc aussi une remise en question liée à cette crise-là. Et donc il se pose vraiment cette question de pourquoi est-ce que le capitalisme survit, alors que ça paraît complètement absurde. Et donc pour eux, la thèse qu'ils soutiennent tout au long de leur livre, c'est qu'il faut chercher l'explication dans l'idéologie, c'est-à-dire dans ce qui fait que le capitalisme, sur quelles idées le capitalisme s'appuie pour que les gens continuent en fait à être d'accord pour travailler dans ce système-là et à le supporter en fait. Mais je vais développer ça juste après. Bon, donc j'ai un plan en 3 parties, 2 sous-parties. Donc en gros, d'abord, je vais vous expliquer la logique dans une première partie un peu générale de la dynamique du capitalisme selon eux, parce qu'ils ont une approche assez historique. Donc ils essayent de voir les différences en fait de justification entre différents types de capitalisme qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, on s'interrogera plus sur le capitalisme actuel, ou en tout cas celui que eux ont connu en 99, mais qui n'a pas tant changé que ça, en se posant donc d'abord en deuxième partie la question de comment est-ce qu'il s'est construit, et dans une troisième partie, comment est-ce qu'il se maintient toujours, alors qu'on connaît encore aujourd'hui toutes ces critiques. Donc d'abord la première partie. Donc le capitalisme a finalement beaucoup évolué, c'est pas un système stable dans le temps, et c'est ce que eux étudient. Et alors la petite parenthèse sur donc comment ces auteurs se situent et comment ils ont travaillé sur cette question. Donc d'abord ils se situent dans un courant, en sociologie il y a plusieurs écoles un peu de pensée et plusieurs donc qui correspondent à aussi des méthodologies différentes et à différentes approches de comment on fait de la sociologie. Et donc eux, ils s'inscrivent plutôt dans un courant qu'on appellerait sociologie pragmatiste. Donc c'est-à-dire que eux, ils s'intéressent au discours des acteurs sur leurs propres pratiques. Donc ils vont pas forcément aller observer ce qui se passe dans différentes situations ou faire beaucoup d'entretiens avec eux. Mais donc là, eux, ils étudient principalement des textes de management des années 60 et 90. Donc vraiment, ils ont un gros corpus avec plein de manuels, d'articles, etc. En se disant que finalement, ceux qui parlent le mieux du capitalisme, c'est ceux qui doivent le maintenir tous les jours dans les entreprises et qui doivent trouver tout le temps des nouvelles stratégies pour que les travailleurs travaillent comme il faut, pour que l'entreprise soit la plus rentable, etc. Et donc, ils font une étude comparée de ces textes en se disant que, en fait, que le vocabulaire, les idées qui sont dans les textes vont pouvoir nous en apprendre plus sur l'idéologie dominante à une époque donnée et sur comment est-ce que ce capitalisme se construit en fait et sur quelles idées il s'appuie. Et donc ils font vraiment une étude comparative entre deux périodes. Et pour ça, en fait, déjà ils ont lu tous les textes évidemment, mais ils ont aussi utilisé un logiciel de lexicométrie, donc qui permet de quantifier les différences, par exemple de champs lexicaux, etc. Mais j'y reviendrai après. Et pour la période antérieure, ils sont aussi appuyés sur des textes qui existaient déjà en sociologie. Et puis même sur des romans, savoir ce que les gens disaient en fait à cette époque-là du système économique. Et aussi, ils se sont focalisés sur un seul pays, à savoir la France. Donc en expliquant bien que pour eux, pour faire cette étude aussi exhaustive qu'ils l'ont faite, c'était impossible de le faire à l'échelle même européenne ou mondiale, parce qu'ils n'auraient pas pu avoir le même niveau de détail sur ce qu'ils ont analysé. Mais donc pour eux, ce n'est pas forcément une étude qui est très généralisable. En tout cas, il faudrait pouvoir faire la même chose dans les autres pays à côté pour voir si on retrouve les mêmes logiques. Mais il leur semble quand même, et c'est plus une hypothèse,
que, a priori, les pays occidentaux ont relativement la même dynamique en ce qui concerne le capitalisme. Et donc déjà, le livre s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, et c'est une référence à un livre qu'a écrit Max Weber en 1905, qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc lui, en fait, il s'interrogeait aussi sur comment est-ce que le capitalisme est né, et en fait, ce qu'il observait, donc lui, en Allemagne, c'est que il a fait une comparaison entre les catholiques et les protestants, et il s'est aperçu que globalement, les protestants étaient plus riches, plus entrepreneurs, etc. Donc il a essayé de comprendre cette logique-là, qui était très ancienne, parce qu'il s'est basé aussi sur des travaux plus historiques pour voir ça. Et donc lui, son hypothèse, c'est qu'on peut retrouver les bases du capitalisme et de son idée d'accumulation, etc. Donc ce qui peut paraître très non intuitif, mais dans les bases même du protestantisme. Et donc, lui, il a étudié notamment la période de la réforme protestante, puisque c'est à ce moment-là que, d'après lui, il y a eu un point de bascule. Et donc, en fait, chez les protestants, il y a l'idée de prédestination, c'est-à-dire que certaines personnes sont élues ensuite pour l'au-delà. Et chez les calvinistes, il y a vraiment une idée de Beruf, qu'on pourrait traduire par vocation ou par métier. Et donc en fait l'idée qu'on peut observer sur Terre qui est prédestiné par l'observation de comment est-ce qu'ils agissent sur Terre. Donc ils sont censés... normalement les hommes n'ont pas de prise en fait sur ce qui va se passer après leur mort, mais l'idée c'est qu'on est censé pouvoir observer par l'action des hommes qui il est. Parce que quelqu'un qui se conduit mal sur Terre n'est a priori pas quelqu'un qui va bénéficier de cette prédestination. Et donc en fait, même, je ne sais pas si c'est inconsciemment ou quoi, mais du coup il s'est développé ce qu'on a appelé un ascétisme protestant. C'est l'idée qu'il fallait beaucoup travailler et surtout ne pas montrer qu'on était riche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bénéficier de sa richesse, l'exposer à tous, etc. Il fallait être très besogneux, mais sans le montrer de manière ostentatoire, quoi. Et donc en fait là on retrouve des idées qui sont internes au capitalisme, à savoir que donc c'était des gens qui travaillaient beaucoup, mais aussi qui épargnaient du coup, parce qu'il ne fallait pas montrer de signes extérieurs de richesse, mais ils avaient quand même du coup accumulé beaucoup d'argent. Et l'épargne peut être aussi à la base du principe capitaliste, puisqu'on a donc de l'épargne de côté qu'on peut ensuite réinvestir, etc. Mais il ne fallait pas la dépenser. Bref, donc ensuite ce capitalisme, cette manière de faire, c'est diffusé un peu partout en Occident. Mais donc pour Max Weber, l'esprit du capitalisme, ce serait une sorte d'idéologie qui justifie le fait de s'engager dans le capitalisme, mais sans en fait prôner l'accumulation pour l'accumulation. C'est-à-dire qu'il prône un mode de vie qui va être compatible avec le fait d'accumuler à l'infini, mais sans que ce soit le but en soi d'accumuler. C'est-à-dire qu'on va finir par faire ça, mais sans vraiment le vouloir, quoi. Et c'est ce qui fait que ce système est acceptable aussi. Et donc, pour revenir à Boltanski et Capello, pour eux, l'esprit du capitalisme, donc le concept qu'ils reprennent à Max Weber, il doit répondre tout le temps à 3 questions pour fonctionner. Donc d'abord, il doit être source d'enthousiasme, c'est-à-dire que les gens doivent avoir envie de travailler, ils doivent avoir envie d'investir, etc. dans l'économie. Ils doivent aussi bénéficier d'une sécurité minimale, donc une sécurité monétaire ou une sécurité pour leurs enfants. Et il faut aussi qu'il y ait une justification morale au système, et donc il y ait une sorte de justification en termes de bien commun. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, le capitalisme,
il est en quelque sorte amoral puisqu'il prône l'accumulation pour l'accumulation. Et donc finalement, il doit pouvoir se justifier par un autre moyen qui ne soit pas juste son but intrinsèque. Et donc, Boltanski et Capello, ils repèrent 3 esprits du capitalisme moderne, donc qui ont chacun une caractérisation différente. Donc pour eux, il y aura un premier esprit du capitalisme à la fin du 19e siècle. Enfin, en tout cas, ils le repèrent à la fin du 19e siècle, mais ce serait celui qui s'installe après la révolution industrielle, etc. Donc on a un moment où il y a une sorte de libération géographique, c'est-à-dire qu'on ne naît, travaille et meurt plus forcément au même endroit. On peut être amené par exemple, à aller travailler en ville, etc. Il y a aussi le début du salariat, des moyens de communication. Et donc l'activité qui est valorisée pour que ce capitalisme-là fonctionne, c'est, donc là on retrouve l'idée de Max Weber, c'est l'idée d'épargne. Donc c'est-à-dire que l'épargne, c'est ce qui va permettre donc, la promotion sociale, c'est-à-dire qu'on va prôner le fait que tout le monde peut épargner pour ensuite s'enrichir, etc. Il y a aussi l'idée, donc toujours on retrouve là Max Weber, de persévérance, de travailler dur, etc. Ce qui va favoriser donc le capitalisme. Et alors comment se justifie ce système de différentes manières. Alors d'abord ceux qui réussissent, donc les plus riches, les bourgeois. Là tout ça, ça se fait sur la figure, celui qui réussit dans ce système, ce serait vraiment le bourgeois. Il pratique la charité par exemple, auprès des plus pauvres. Et il y a aussi l'idée de progrès et que ça va bénéficier à l'ensemble de la société. Et c'est par le système capitaliste que le progrès peut se diffuser. Mais on observe donc, enfin en tout cas c'est ce qu'observe Boltanski et Capello, que dans les années 30 à 60, on a un capitalisme très différent qui se met en place. Donc là c'est plutôt le modèle de la grande entreprise. Donc c'est donc très bureaucratisé, c'est-à-dire avec beaucoup de hiérarchie, beaucoup de normes, etc. Et c'est donc un système taylorisé, par exemple avec les images de travail à la chaîne, tout le monde fait une tâche très répétitive et donc c'est un système très rationalisé où on va optimiser la manière de produire. Et donc là ce qui est valorisé, c'est le travail, mais c'est aussi la compétence. La compétence va faire qu'on peut accéder à un niveau plus élevé dans la hiérarchie. Et comment se justifie ce système ? Ce serait par une solidarité institutionnelle. Donc c'est-à-dire que dans les entreprises, on a des contrats salariés qui vont faire qu'on a un salaire garanti. C'est aussi le début donc, de l'État-providence, en tout cas en France après la Seconde Guerre mondiale, qui se met en place avec des garanties sociales pour tous. Et enfin, donc pour eux, il y aura un troisième esprit du capitalisme qui se met en place dans les années 80-90. Et ça, on en parlera plus tard. Mais vous pouvez essayer de deviner de quoi il s'agit. Donc, ce serait le système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un esprit du capitalisme A à un esprit du capitalisme B ? Alors, leur thèse, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y aurait un moment de critique de ce capitalisme et que l'esprit suivant parvient en quelque sorte à endogénéiser la critique. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Et donc si on reprend le premier esprit du capitalisme, donc qui repose sur la figure du bourgeois, et donc qui essayait de se justifier par des actions de charité, etc. En fait c'était aussi un système très critiqué. Parce que donc les bourgeois étaient à la fois très avares, ils exposaient beaucoup leurs richesses et certes ils donnaient un petit peu, mais il y avait aussi l'idée de ce que j'ai mis là de traditionnalisme familial, donc c'est-à-dire de cooptation. On va faire travailler dans son entreprise son fils, sa belle-sœur, etc. parce qu'on les connaît bien, mais il n'y a pas vraiment de justification à favoriser ces personnes-là. Et donc c'est ainsi que cette critique a été en quelque sorte absorbée pour donner le deuxième esprit du capitalisme, qui est lui plus fondé sur une idée de rationalité, d'optimisation, etc. et qui donne donc en quelque sorte la grande entreprise.
Mais ce qu'il faut quand même dire, et ce que disent Boltanski et Capello, c'est que ce n'est pas la seule chose qui explique le passage d'un esprit A à un esprit B. Il y a aussi plein d'explications historiques, contextuelles, etc., qui participent aussi à la critique. Mais c'est un élément de compréhension de ce changement, mais c'est pas le seul et il ne se suffit pas forcément à lui-même. Et alors la critique, qu'est-ce que c'est exactement? Donc eux, ils en distinguent deux sortes. Donc les critiques correctives et les critiques radicales. Donc les critiques correctives, ça va être celles qui sont plus réformistes. C'est-à-dire qu'on va essayer de modifier le système pour le rendre plus juste, mais sans forcément remettre absolument tout en question. Et donc là, j'ai écrit, donc l'objectif c'était d'améliorer la justice de l'épreuve. Et alors l'épreuve, c'est un mot particulier en sociologie pragmatique. En gros, ça consiste quand deux personnes sont en conflit, par exemple, ou que elles ont... les épreuves, ça peut être plein de choses, un entretien d'embauche, l'obtention d'un crédit, etc. Ça va être des moments où on est mis vraiment face à une épreuve. Et c'est l'idée que dans cette épreuve-là, on va se référer à un principe supérieur qui va nous départager, en fait, qui va définir si oui ou non on est embauché. Et selon ce principe supérieur, il peut être jugé injuste. Donc par exemple, prendre un exemple concret dans un cas de... il peut y avoir des cas de discrimination par exemple, et donc dans ce cas-là, on va admettre que l'épreuve est injuste, et donc on va essayer de l'améliorer. Et donc ça, ce serait plutôt la critique sociale, et donc qui recouvre deux idées différentes, que sont à la fois l'idée d'oppression, donc l'oppression d'une minorité, d'une majorité par une minorité, donc par exemple ici des travailleurs, ou encore les inégalités de salaire, mais aussi de plein d'autres choses. Et ensuite, donc, dans les critiques radicales, donc l'idée c'est plutôt de vraiment modifier les épreuves qui existent pour en faire advenir de nouvelles qui soient plus conformes aux valeurs des gens. Et donc là, ce serait une critique plus artiste, donc qui repose sur des idées de liberté, d'authenticité, mais aussi d'autonomie, de créativité, etc. C'est vraiment, on l'appelle critique artiste parce qu'elle recouvre un peu les valeurs des artistes, quoi, donc d'autonomie, de travail libre, etc. Et donc avec tout ça, c'est un peu tous les outils conceptuels pour comprendre la suite. On va se demander comment s'est construit le capitalisme actuel. Donc les auteurs, ils partent de mai 68, qui pour eux a eu un très grand rôle en France. Et pour eux et pour les historiens, qui a eu lieu un peu en deux temps. Donc d'abord avec une critique artiste qui émanait plutôt des étudiants, des jeunes, donc qui demandaient plus d'émancipation, plus d'autonomie, plus de liberté. Et c'était aussi parce que c'était un moment où il y a eu un grand accès à l'éducation, aux études supérieures, etc. Il y a vraiment eu un grand boom dans cet accès-là. Et donc les jeunes n'acceptaient plus ensuite de devoir, par exemple, travailler à l'usine, etc. Ils voulaient pouvoir avoir plus d'autonomie dans leur travail que la génération de leurs parents. Et donc suite à cette les premières mobilisations, ça a vraiment été des mobilisations d'étudiants. Mais ensuite, de plus en plus, il y a eu des mobilisations ouvrières qui ont rejoint le mouvement et qui, elles, n'avaient pas exactement les mêmes motivations, puisqu'il s'agissait plutôt de dénoncer l'exploitation, de dénoncer les salaires bas et la non-protection sociale, etc. Donc il y a eu une réponse patronale à cette crise, donc qui était aussi une crise pour les patrons, puisqu'évidemment quand tout le monde fait grève, quand tout le monde refuse de travailler, etc., on produit moins, on fait moins de profit. Et donc cette réponse, elle s'est faite vraiment en deux temps. Donc puisqu'il y a eu des négociations déjà en 68 avec notamment les syndicats. Et donc il y a eu les accords de Grenelle, donc ont permis par exemple les négociations syndicales dans les entreprises, au niveau des entreprises qui n'existaient pas avant.
une augmentation des semaines de congés payés, une augmentation du SMIG, qui est ensuite devenu le SMIC. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup d'avancées sociales juste après 68. Et donc, ça répondait en quelque sorte vraiment à la critique sociale du mouvement plutôt ouvrier. Mais donc, dans les années 80-90, on observe aussi une réponse à la critique, donc plutôt artiste, au sein des entreprises. Parce qu'on va avoir donc plus d'autonomie, moins d'hierarchie, etc. Et donc il y a beaucoup d'exemples à ça. Donc par exemple les cadres, ils étaient moins jugés sur la manière d'arriver à un objectif que sur s'ils arrivaient ou non à l'objectif. Ils étaient plutôt jugés sur... on leur laissait la liberté en fait de l'atteindre comme ils le voulaient. Alors qu'avant ils étaient plus surveillés à chaque étape, etc. Mais ce que notent les auteurs, et ce qu'ont noté aussi beaucoup d'autres gens, c'est que cette réponse donc, à la critique artiste a aussi eu beaucoup d'effets pervers, donc avec ce qu'on connaît bien aujourd'hui, la flexibilisation, des contrats de travail beaucoup plus précaires. Avant, les CDD par exemple, ça n'existait quasiment pas. Maintenant, on en a beaucoup, le travail intérimaire, les stages, etc. Qui sont du travail mal payé et avec des contrats peu protecteurs. Et donc finalement, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas eu un retour en arrière avec la réponse à une critique artiste? Est-ce que ça n'aurait pas finalement eu des effets pervers sur la réponse sociale qu'il y avait eu juste avant? Et donc tout ça nous permet de mieux comprendre de quoi est fait en fait le troisième esprit du capitalisme. Donc, je vous avais laissé des points d'interrogation, je ne sais pas si vous aviez eu des réponses entre-temps. Mais donc pour les auteurs, ce qui caractériserait l'esprit du capitalisme donc, dans les années 90, ce serait le fait qu'il s'organise de manière réticulaire, c'est-à-dire en réseau. Donc, par exemple, les entreprises sont de plus en plus petites. C'est-à-dire qu'avant, on tendait vraiment vers des entreprises énormes, des grosses multinationales, etc. Mais à partir des années 80-90, il y a de plus en plus le développement des petites entreprises, des PME, et l'idée qu'on va sous-traiter à d'autres entreprises, faire de plus en plus de travail en sous-traitant, quoi. Et donc, on a des structures de plus en plus petites et dans lesquelles on va donc valoriser l'autonomie, la polyvalence, etc. Et donc, pour eux, l'activité qui est valorisée, ils appellent ça l'activité. Donc, c'est vrai. En fait, ce serait pour eux le fait de réussir à s'intégrer dans des réseaux, être tout le temps là, partout, à avoir tout le temps des projets et à réussir à se connecter avec un maximum de personnes qui soient utiles dans la réalisation de ces projets. Et aussi à réussir à initier d'autres personnes pour qu'elles rejoignent ces projets-là. Mais, et c'est là qu'est tout le souci, il est difficile en fait de mettre au jour un principe de justification de ce troisième esprit du capitalisme. Donc ici je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si vous y voyez bien, parce qu'il y a un concept qui est vraiment central dans ce livre, qui est le concept de cité. Et en fait, c'est un concept qu'ils reprennent d'un ancien livre, donc de Boltanski et Thévenot. Donc Boltanski qui a aussi écrit le livre dont je suis en train de parler, donc publié en 1991. Et donc en gros, eux, ils ont étudié, c'est toujours de la sociologie pragmatiste, donc ils ont étudié des lettres adressées au journal Le Monde, un peu particulier comme approche, mais où en gros, ils essayaient de repérer des principes de justification, un peu des champs lexicaux de justification, de critique, etc. Et bon, après, leur idée, c'était bien sûr d'aller bien au-delà des textes, des lettres de critique envoyées au journal Le Monde. Mais donc pour eux, il y aurait plusieurs contextes d'épreuves, et donc ils en comptaient 6. Donc il y aurait et donc ces contextes d'épreuves, c'est ce qu'ils appellent les cités. Cités domestiques, industrielles, etc.
Et donc l'idée, c'est que dans chacune de ces cités, il y a un principe supérieur commun. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les épreuves, que s'il y a un conflit dans ce contexte-là, tout le monde va être d'accord sur le principe qui va départager les gens. Et donc par exemple, dans un contexte domestique, ce qui va compter, c'est la tradition, la famille, etc. Et donc celui qui, le grand de la cité, en fait, c'est la personne qui est reconnue comme ayant le plus de pouvoir et de légitimité dans la cité, ça va être le père ou le patron. Là, on est vraiment dans un contexte très particulier. Prends un autre exemple, par exemple la cité de l'opinion. Ce qui va compter, ça va être un principe, ce qui va faire qu'on va reconnaître une personne comme grande dans ce contexte-là, ça va être la renommée. Et donc là, le grand de cette cité-là, ça va être la vedette, la personne qui est très connue, qui passe à la télé, la star, etc. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que pour Boltanski et Chiapello, donc dans les textes du management qu'ils étudient, et en fait il y aurait une 7e cité qui n'est pas présente dans les justificatifs dans les systèmes de justification qu'ils avaient à disposition. Et donc, il se pose la question de est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une 7e cité qui serait la cité par projet et qui guiderait en fait ce 3e esprit du capitalisme. Et donc, pour eux, le principe supérieur commun dans cette cité, ce serait donc ce dont je parlais juste avant, à savoir l'activité, le fait de réussir à s'insérer dans un réseau. Donc, cela concerne des personnes qui sont adaptables, qui prennent des risques, etc. Et donc le grand, ce serait le manager, le chef de projet. Là où, juste avant, le grand, c'était plutôt le cadre, dans un système très bureaucratisé. Et donc là, l'épreuve, c'est de réussir à passer d'une d'un projet, à un autre. Désolée, c'est beaucoup de concepts un peu compliqués. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. En fait, moi j'ai une question, c'est que là, du coup, l'idée, c'est que en analysant des textes du management, ils arrivent à montrer que le grand dans la cité par projet, donc le grand dans l'esprit du capitalisme actuel, c'est le manager. Et est-ce qu'il n'y a pas un biais sur cette définition avec peut-être juste les mecs qui font des écrits de management qui se surévaluent par rapport au reste de leur en fait, ils font une étude comparative, donc vraiment des textes des années 60 et 90, et ils observent vraiment un changement très significatif entre les deux, que j'ai bien juste après. Mais pour eux, vraiment, la figure du grand dans les années 60, c'est le cadre, qui va être très mise en avant, etc. Et la logique de réseau existe quasiment pas. Elle vient juste après. Mais c'est une critique qui leur a été faite de s'appuyer juste sur ces textes, etc. Mais leur hypothèse de base, c'était que en fait, les managers sont tout le temps, en tout cas dans les théoriciens du management, sont tout le temps confrontés au changement du capitalisme effectif dans les entreprises. Et donc, ils sont bien obligés de donner des conseils qui s'adaptent, vraiment en temps et en heure, à ces changements-là. Mais c'est vraiment leur postulat de départ et je pense qu'il Et est-ce qu'il y a d'autres travaux qui montrent la même chose avec d'autres données, quoi? Ça, je sais pas. mais je sais que c'est un texte qui a été extrêmement repris et qu'il y a eu beaucoup d'autres travaux qui sont partis de ce que eux ont fait. Mais du coup, ultérieur, je pense pas qu'ils aient refait ce qui a déjà été fait. Mais non, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, pour répondre à ta question, donc ils ont un peu listé les logiques de justification qui revenaient le plus dans leurs deux corpus de texte. Et donc j'ai essayé de distinguer un peu par des couleurs, je sais pas si on y voit bien. Mais donc ils montrent que dans les deux cas, c'est la logique industrielle qui prévaut. Donc c'est l'idée de faire du profit, d'être efficace, etc. Donc vraiment ce qui se rapproche le plus de l'entreprise capitaliste, ce qui semble logique que ce soit en premier. Mais on voit une inversion de tendance avec donc la logique domestique qui est très présente dans le deuxième esprit et beaucoup moins ensuite, et qui est plutôt remplacée par la logique de réseau, donc qui se fait de plus en plus présente. Et donc pour résumer cette deuxième partie, donc en gros passer du deuxième esprit du capitalisme au troisième esprit du capitalisme, il y a eu l'incorporation d'une critique
Mais pour les auteurs, ça a été plutôt l'absorption d'une critique artiste finalement, même si la réponse avait plutôt été d'ordre social au début, juste après 68. Parce que justement, avec l'absorption de cette critique artiste, il y a eu un peu un effacement des revendications sociales. Hop. Donc maintenant, on va se demander à quelle critique le capitalisme fait face actuellement. Donc en revenant sur les deux types de critiques qui ont été relevées, à savoir la critique sociale et la critique artiste. Et donc la critique sociale, déjà ce que les auteurs observent, c'est qu'elle est très très fortement affaiblie dans les années 80 par rapport aux années 68 notamment, mais aussi après. Et donc pour quantifier ça, ils se sont appuyés sur le nombre de journées de grève par an. Et ça a été divisé d'abord par 4 en 5-6 ans, puis après par 10. Enfin, vraiment, il y a eu une diminution très impressionnante. Donc, pour eux, ce serait dû à 3 vecteurs principaux. Donc, d'abord, le contexte de la chute de l'URSS, puisque, évidemment, quand l'URSS, dans les années 80, c'est quand même de plus en plus difficile de soutenir les idées communistes. Et critiquer le capitalisme sans proposer d'alternative, c'est aussi compliqué, quoi, parce que c'est une critique pour la critique sans vraiment proposer autre chose à la place. Donc ça affaiblit la critique. On est aussi dans une période où il y a une crise du syndicalisme, avec vraiment une très forte baisse du nombre de personnes syndiquées. Or, ce sont les syndicats qui sont les principaux vecteurs de la critique. Donc, par exemple, en mai 68, c'est eux qui ont négocié avec l'État, le patronat en premier lieu, même s'ils ont été très critiqués dans leur manière de faire, qui ont négocié des avancées sociales. Et il y a aussi à cette période, et y compris dans les écrits sociologiques, même surtout, un peu un mythe d'une fin des classes sociales. Donc un peu l'idée qu'il y aurait une gigantesque classe moyenne qui serait née grâce à la société de consommation et le fait que tout le monde ait accès de plus en plus à de biens et de services. Et donc il y a un peu cette idée qu'il y a une égalisation et donc finalement ce n'est peut-être plus tant la peine que ça de prôner une sorte de révolution anticapitaliste. Et enfin, l'État social est un peu accusé d'embourgeoiser la classe ouvrière. Donc c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'avec la société de consommation, tout le monde avait accès à des modes de vie de plus en plus semblables. Et donc il y a eu un peu une chute des mobilisations. Et de plus, donc il y a aussi eu un déplacement, donc on parlait, mais c'est encore une fois aussi très présent dans les travaux sociologiques et historiques. On parlait de moins en moins d'inégalité et de plus en plus d'exclusion. C'était vraiment, même dans les médias, etc., ce qui revenait tout le temps, c'était l'idée, on parlait plus des inégalités sociales, mais vraiment des exclus. Donc les exclus, c'est vraiment l'idée des personnes qui se retrouvent en dehors des gros réseaux, donc de la société réticulaire dont ils parlent. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu difficile de trouver qui serait responsable, parce que autant dans un dualisme capitaliste-prolétaire, c'est facile quand on est prolétaire de pointer du doigt qui est responsable de sa situation. Autant quand on est exclu socialement, c'est beaucoup plus difficile de combattre une entité réelle, quoi. Et de plus, ça reporte aussi beaucoup la faute sur l'individu qui n'a pas été capable de s'insérer dans un réseau, qui n'a pas été capable de comprendre comment la société fonctionnait, etc. Mais donc, ce que soulignent les auteurs, c'est que pour eux, la cité par projet, et donc le troisième esprit du capitalisme, pourrait se pérenniser s'ils trouvaient un système de justification qui passe justement par la loi, par le droit, et donc un système de justice. Donc pour eux, il faudrait reconnaître l'utilité de ce qu'ils appellent des petits de la cité par projet, c'est-à-dire donc aussi des exclus. Et donc ils montrent que en fait, dans une société qui fonctionne par réseau, en fait les petits, même s'ils ont l'air inutiles, dans un peu violent ce que je dis, mais s'ils ont l'air un peu moins importants dans le fonctionnement du réseau,
En fait, ils le sont très fortement parce que c'est les seuls qui sont très ancrés localement et qui vont pas passer leur temps à bouger, à recréer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes, à en effacer d'autres avec d'autres. Donc c'est un peu des points d'ancrage très stables et par lesquels passent souvent en fait les logiques de réseau. Et donc pour eux, en fait, on pourrait faire un peu l'hypothèse d'une exploitation de ces individus-là dans ce sens-là. Donc une exploitation des gens qui ne sont pas intégrés par ceux qui sont intégrés. Prenant le terme d'exploitation dans le sens de Marx, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés pour ce qu'ils offrent aux autres alors qu'ils ont quand même une utilité. Et donc pour eux, il faudrait, en fait, pour que la cité par projet puisse vraiment se pérenniser, trouver un moyen de les dédommager et de les intégrer. Et donc ça peut se faire que par le retour d'une critique. Et pour ce qui est de la critique artiste, c'est ce que j'expliquais, globalement, le troisième esprit du capitalisme, il a plutôt incorporé, c'est-à-dire que les principes d'autonomie, etc., de libération, ils sont globalement présents, avec une diminution de la hiérarchie, de l'autorité au sein des entreprises. Donc il y avait aussi la critique d'authenticité, donc c'est-à-dire le fait qu'on ait des consommations très uniformisées, etc., avec une perte de sens dans la société de consommation. Mais en fait, on produit tellement de choses tellement vite que c'est quand même assez possible de retrouver cette authenticité-là. Et puis, donc on a aussi incorporé la notion de libération avec beaucoup moins de traditionnalisme dans les entreprises et dans la société en général. Mais pour eux, il y a quand même un retour de cette critique artiste sous de nouvelles formes par ses effets pervers en fait. Parce que donc avec un regain d'autonomie, etc., il y a aussi un regain de précarité, puisque en fait les individus sont donc plutôt dans des petites structures où on va avoir de plus en plus des salaires par exemple qui sont très individualisés. On ne va pas avoir un salaire qui est prévu pour l'ensemble des employés à tel poste. On va plutôt vraiment individualiser les trajectoires. Et de plus, il y a aussi beaucoup d'autocontrôle. Parce qu'en fait, quand on est dans une société toute petite, si on veut survivre face à la concurrence, on est obligé d'être très efficace. Et donc ça fait qu'il y a un peu une sorte d'autocontrôle. Il n'y a même plus besoin qu'il y ait des contremaîtres ou que sais-je qui supervisent le travail, puisqu'en fait chacun va être incité par la façon même dont le système fonctionne à travailler de manière très efficace. Et ça induit aussi moins de coûts de contrôle pour les PDG, etc., enfin pour les propriétaires d'entreprises. Et donc pour les auteurs, il y a une remise en cause possible ici de l'idéal aussi de mobilité, etc. Donc c'est-à-dire que les individus pourraient aussi avoir une critique qui fasse qu'ils soient moins mobiles, ce qui en fait les rend fragiles, puisqu'en fait à chaque fois ils dépendent du fait de réussir à s'intégrer dans un nouveau projet, dans un nouveau réseau, etc. Alors que si on essaye d'aller contre cette logique-là, ça permet aussi plus de sécurité pour les travailleurs. Et une autre critique, c'est en fait on retrouve certes un peu d'authenticité avec le système capitaliste qui produit très vite, etc. Mais avec le système par réseau, on a aussi beaucoup de relations un peu temporaires, un peu artificielles, parce qu'il y a l'idée que on s'allie tout le temps avec des gens que pour un projet précis, que parce que la personne est utile à son projet, etc. Mais il y a aussi une marchandisation d'absolument tout, c'est-à-dire que dans nos sociétés actuelles, on peut quasiment tout acheter, on peut acheter les services de tout le monde, etc. On peut y compris acheter la présence de quelqu'un dans son réseau. Tout est absolument marchandisable. Et donc pour les auteurs, on pourrait imaginer le fait de pouvoir limiter l'extension de la sphère marchande. Et tout ça, c'est des hypothèses qu'ils font. Et donc en conclusion, quel avenir pour le capitalisme ? Donc pour eux, en 99, ils identifient un peu deux trajectoires possibles. Donc en premier, celle que je mentionnais, c'était donc le renforcement de la cité par projet,
en lui donnant justement un système de justification plus fort, et donc en inscrivant ses limites dans le droit, de façon à ce qu'il néglige moins les exclus et qu'il soit donc plus entendable par tout le monde et qu'ils subissent moins de critiques. En fait, ce serait une manière d'incorporer toutes ces critiques-là pour se réinventer. Et sinon, la deuxième trajectoire possible, ce serait donc dans le cas où il y a vraiment une très forte baisse de la critique, donc que le capitalisme s'étende encore et encore sans véritablement de critique, et celle-ci viendrait après. Et donc eux, ce qu'ils espèrent avec leur livre, c'est aussi appeler à un renouveau de cette critique en montrant qu'en fait elle peut être utile parce que elle est entendue et qu'en fait le capitalisme est obligé de les incorporer parce qu'en fait sinon ça va contre le système parce qu'il devient moins efficace et moins contrôlable pour ceux qui en bénéficient plus. Mais, et c'est ma dernière diapo, si elle veut bien s'afficher. Elle ne veut pas. Bon. Donc en gros, ce livre a été écrit en 1999, mais dans l'édition que j'ai lue, il y avait une postface qui a été rédigée par les auteurs en 2010 où ils reviennent sur le contenu de leur livre 10 ans après, en se disant ok, est-ce que finalement ça fonctionne si bien que ça notre théorie? Et en fait ce qu'ils disent c'est que déjà la critique sociale, donc ils avaient essayé de montrer qu'elle était devenue hyper faible, mais finalement quelques années après il y a eu des énormes grèves et donc en fait elle a repris très très vite cette critique sociale, beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Et surtout, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, pour eux, cette critique sociale qui devait permettre au capitalisme de se réinventer et de devenir plus acceptable pour tout le monde, elle n'a pas été tellement prise en compte par les États. Et donc, pour eux, il y a, au-delà d'une crise du capitalisme aussi, un peu une crise étatique, dans le sens où l'État est devenu complètement capitaliste et aussi subordonné à des principes de néo-management. Quand en fait l'État il est de plus en plus, il ressemble à une très grande entreprise. Lui aussi il délègue beaucoup à plein de petites entités et il fonctionne vraiment sur cette même logique-là, ce qui fait qu'il a un peu perdu pour eux son rôle de régulation du système économique. Et ensuite, la dernière chose sur laquelle ils reviennent, c'est aussi le fait qu'ils ont négligé une troisième critique qui est pourtant très forte aujourd'hui, qui est la critique écologique. Et en fait, elle était déjà présente même quand ils écrivaient, c'est pas nouveau. Et pour eux, elle pourrait aussi avoir une incidence très forte sur les futurs du capitalisme. Ils ne s'étendent pas beaucoup dessus, ils appellent à des nouveaux travaux. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il existe un article qui a travaillé sur ça, je ne sais plus l'auteur, et qui met en avant, vous avez dû adorer ce concept, qui met en avant l'existence d'une cité verte. Voilà, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Et voilà, j'ai fini.